Salut à tous et à toutes, c'est l'heure du grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Alexa, open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Israël et le Liban sont convenus de mettre en place un cessez-le-feu afin de mettre fin aux hostilités. Ce cessez-le-feu fait office de test de l'autorité de l'État sur le terrain au sud Liban. Reportage signé France 24 dans ce grand journal. Eh bien, cette déclaration commune, c'est une étape diplomatique importante, et il faut le dire, c'est la première fois depuis le début de ces négociations directes qui ont débuté en avril, eh bien qu'un round débouche sur un texte conjoint aussi détaillé, avec une feuille de route à la fois politique et sécuritaire. D'ailleurs, à sa sortie de réunion, l'ambassadrice du Liban à Washington affichait un large sourire, et quand on lui a demandé pourquoi ça avait marché, elle a répondu que ce succès, on le doit au gouvernement libanais. C'est une phrase, vous savez, qui n'est pas anodine, parce qu'au fond, Beyrouth veut montrer deux choses. Beyrouth veut montrer donc que ces avancées sont obtenues par le gouvernement libanais et que le dossier libanais doit être traité séparément des autres dossiers régionaux, notamment le dossier iranien. Sur le fond, le communiqué prévoit la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, mais sous deux conditions. C'est d'abord l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et le retrait donc de ces membres du Hezbollah situés au sud du fleuve Litani. On est donc aussi davantage face à une feuille de route que face à un cessez-le-feu immédiatement applicable. Le texte prévoit aussi la création de zones pilotes placées sous le contrôle exclusif de l'armée libanaise, sans autres acteurs armés non étatiques présents dans la zone. L'idée, ici, c'est de tester l'extension progressive de l'autorité de l'État du Liban sur le terrain au sud Liban. Et puis, vous savez, le communiqué va encore plus loin, puisqu'il évoque aussi un cadre sécuritaire pour garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban, mais aussi d'Israël. Et l'objectif ici, c'est donc le démantèlement des groupes armés et la prévention aussi de leur reconstitution. Et ça concerne donc le Hezbollah, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres groupes armés qui sont présents dans la zone, notamment dans les camps palestiniens. Mais vous savez, aucun calendrier précis n'est mentionné dans le communiqué. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il y aura un nouveau round de négociations prévu donc pour la semaine du 22 juin en vue d'établir un accord global de paix et de sécurité. Et les positions, elles, restent très très lisibles. Vous savez, le Liban a insisté encore une fois sur le respect de ses frontières, reconnues internationalement, aussi l'application complète de la cessation des hostilités. Et le Liban veut renforcer son armée pour pouvoir exercer son contrôle effectif sur l'ensemble du territoire. De son côté, Israël a réaffirmé que sa sécurité passait par le désarmement du Hezbollah. C'est une constante, il faut le dire, et c'est une priorité qui est affichée par les responsables israéliens depuis le début de ces négociations. Aux États-Unis, la Chambre des représentants américaine a adopté le mercredi 3 juin 2026 une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump dans le conflit avec l'Iran. Un revers politique pour le président qui avait engagé les États-Unis dans cette guerre le 28 février. Reportage Radio-Canada dans ce grand journal. Décidément, la guerre commerciale ne s'apaise pas. On joint Louis Blouin à Washington. Mais d'abord, Louis, une nouvelle qui vient de tomber. On sait que les Américains sont contre la guerre en Iran. Bien là, il n'y a pas que l'opinion publique. La Chambre des représentants vient d'adopter un texte pour ordonner la fin de la guerre. Oui, exactement. Et c'est un véritable camouflet pour Donald Trump, alors que sa gestion de la guerre est de plus en plus critiquée. Et là, il y a 4 républicains qui ont voté avec les démocrates, Patrice, dans un vote de 215 à 208 pour limiter les pouvoirs de guerre du président. Un texte qui lui ordonne de soit retirer ses troupes ou de consulter le Congrès pour pouvoir
continuer sa guerre. Maintenant, Donald Trump va sans doute essayer de faire barrage. Il faut encore que ce soit adopté au Sénat et lui-même pourrait refuser de se soumettre à la volonté du Congrès. Mais ça, c'est une question légalement là, qui est ouverte. Est-ce que Donald Trump aurait le pouvoir d'ignorer la voix du Congrès? En ce moment, c'est pas clair. Déjà, des proches de Donald Trump avaient indiqué qu'il ne respecterait pas ça. Ça pourrait mener donc à un bras de fer entre la Maison-Blanche et le Congrès. Mais pour lui, que 4 républicains votent avec les démocrates, ça nous montre que même dans les rangs républicains, ça chauffe, Patrice. Et par ailleurs, Louis, je le disais d'entrée de jeu, le représentant au commerce américain, Greer, estime qu'il est beaucoup plus facile actuellement de négocier avec le Mexique qu'avec le Canada. L'heure des reproches au lendemain de la visite du ministre Leblanc, Patrice, il dit que les contre-mesures qui ont été adoptées par le Canada, c'est un frein aux négociations commerciales entre les deux pays. Vous savez que le Canada avait laissé tomber certaines de mesures de représailles, mais il y en a d'autres qui sont toujours là, sur des produits d'acier, d'aluminium, sur l'auto, après, en réponse aux tarifs américains. Là, Jameson Greer dit que ces mesures de rétorsion du Canada, c'est un frein aux négociations. Les États-Unis, qui n'ont toujours pas amorcé de pourparlers formels pour reconduire l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, ils placent même le Canada dans la même catégorie que la Chine. On l'écoute. We are not engaging in formal negotiating rounds with Canada right now. For example, we have Canada who has retaliated against the United States. I have 2 countries on the planet who have retaliated against the U.S., China and Canada. That makes it difficult politically. The level of formality that we have right now with Mexico, of negotiating rounds, of exchanging text, we're not doing that with Canada. Très bien. Merci beaucoup, Louis Blouin, à Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'armée de son pays a frappé un terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, en Russie. Cette attaque a eu lieu quelques heures avant l'ouverture d'un important forum économique dans cette deuxième plus grande ville de Russie. Reportage signé CGTN News dans ce grand journal. Nous avons réalisé des progrès significatifs en matière de frappe en profondeur. Aujourd'hui, nous avons atteint une cible située à 1100 km de distance. Et ce n'est pas un cas isolé. Il s'agit d'une cible précise et d'un résultat concret. Nous disposons des garanties de sécurité qui nous permettent de mettre fin à cette guerre sur un pied d'égalité avec les Russes, quel que soit le cadre diplomatique. Volodymyr Zelensky se dit prêt à entamer des pourparlers directs avec le président russe Vladimir Poutine afin de mettre fin à la guerre, ajoutant qu'il ne peut attendre que d'autres conflits mondiaux soient résolus avant que ce soit au tour de l'Ukraine. Cette déclaration est perçue comme une référence aux pourparlers menés sous l'égide des États-Unis et à l'attention que Washington porte actuellement à l'Iran. Il a tenu ses propos mercredi lors d'une conférence de presse à Kiev aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le président ukrainien affirme que l'intensification des frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe permet à son pays de négocier la fin de la guerre sur un pied d'égalité. Le mercredi 3 juin, en République populaire de Donetsk, le régime de Kiev a attaqué un bus touristique parti de la région de Moscou à destination de la Crimée. L'attaque a visé des civils. 8 personnes ont été tuées et 10 blessés, dont un enfant. Récit avec RT dans ce grand journal. 8 morts et une dizaine de blessés. Voici le bilan d'un nouveau crime du régime de Kiev contre les civils russes. Cette fois, un drone d'attaque ukrainien a frappé un bus touristique qui allait de la région de Moscou à Simferopol, la capitale de la Crimée. La frappe a été effectuée à Yenakiivo, en République populaire de Donetsk, tôt le matin. Au total, 11 personnes ont été blessées, 10 ont été hospitalisées et une a reçu des soins ambulatoires. 8 personnes sont mortes. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que le régime de Kiev va une fois de plus démontrer sa nature nazie inhumaine en commentant un nouveau crime cynique et sanglant. Vous savez, d'une part, nous assistons actuellement à des actes de violence sans précédent. D'autre part, chaque semaine, lors de points presse au ministère des Affaires étrangères, qui sont traduits simultanément en anglais, en français et dans d'autres langues, j'évoque le nombre de victimes parmi les civils, les enfants, les femmes. Parfois, malheureusement, je dois parler de bébés, de personnes âgées, au cours de la semaine écoulée, dans différentes régions de notre pays. Ce sont des attentats sanglants, pas des attentats isolés,
mais une série d'attaques liées par une idéologie. C'est la pire chose qui puisse arriver, quand un État, dans ce cas l'Ukraine, se transforme complètement en un régime terroriste avec un plan précis, celui d'exterminer la population civile. Il a également appelé tous les gouvernements responsables, les organisations internationales concernées et les médias indépendants à condamner fermement cette attaque brutale perpétrée à Yanakiyevo. Lors d'une session de la première journée du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Maria Zakharova a raconté qu'elle avait rencontré dans le couloir du Forum Steve Rosenberg, journaliste de la BBC, une des chaînes qui n'est pas allée à Starobelsk pour filmer les conséquences de la frappe du régime de Kiev contre le collège pédagogique, son dortoir. Un attentat qui a tué 21 personnes et en a blessé plus de 60. Vous ne croirez jamais qui traîne à notre forum, profitant de la vie. Steve Rosenberg, de la BBC. Ici, on sert du café, il y a des intervenants intéressants. On ne voit pas de mères en pleurs qui ont perdu leurs enfants sous les décombres de Starobelsk. Là, il n'est pas du tout nécessaire de défendre sa position devant le siège de la BBC à Londres pour dire qu'il faut absolument montrer cela, car c'est là l'essence même de ce qui se passe. Ici, on peut nouer des contacts, se faire remarquer, se montrer sous son meilleur jour, montrer à quel point ils sont, comment ils disent là-bas civilisés. Eh bien, il est là, vous vous rendez compte? Nous avons reçu une lettre officielle de la BBC expliquant leur position politique, qui ne leur permet pas de venir filmer les ruines de l'Institut de Starobelsk. Mais lui, il est là. Vous savez, je n'ai pas d'autres mots ni d'autres expressions. Ils sont sans foi ni loi. À son tour, Steve Rosenberg a promis cette fois-ci de couvrir l'attentat à Yanakiyevo en République populaire de Donetsk. Nous en parlerons aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi on dit que nous restons silencieux. Vous en parlerez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Frappé en bus avec à son bord des touristes endormis qui se dirigent vers leurs vacances en Crimée. Tuer un enfant de 5 ans la veille de la journée internationale de la protection de l'enfance et attaquer pendant des heures le collège pédagogique à Starobelsk, son dortoir quand à côté il n'y a pas de site militaire. Qu'est-ce donc sinon l'expression du régime criminel au XXIe siècle? Daria Vaganova pour être en français depuis Moscou. Les États-Unis planifient l'imposition de leurs nouveaux droits de douane. Le Premier ministre canadien Mark Carney assure qu'il aurait peu d'impact sur les exportations canadiennes au Canada. Cette nouvelle mesure fait réagir au lendemain de la visite du ministre Leblanc à Washington. Au sujet de l'ASUM, Ottawa annonce qu'il paiera les redevances exigées par le CRTC aux géants du numérique, ce qui fait rager les oppositions. Le reportage de Yasmine Mehdi de Radio-Canada dans ce grand journal. Des tarifs encore. Le premier ministre n'est pas surpris. Il minimise l'impact possible sur l'économie canadienne. La plus grande partie des exportations canadiennes seront exclues. Mark Carney ne dénonce pas la nouvelle offensive tarifaire de la Maison-Blanche. Il semble même donner en partie raison à Washington. Nous partageons cet objectif, l'élimination du travail forcé. Les conservateurs pensent aussi que le Canada peut en faire plus. Le Bloc québécois, lui, qualifie la démarche américaine d'hypocrite. Est-ce que c'est correct d'utiliser le travail des enfants comme prétexte pour imposer des tarifs dans l'obsession de la Maison-Blanche actuelle? Quel exercice d'hypocrite! En plus de s'engager à légiférer sur le travail forcé, le gouvernement fédéral fait une autre concession pour s'entendre avec Washington. Je vais demander au CRTC de réviser sa décision à la baisse. Cette décision du CRTC, critiquée par les États-Unis, visait à forcer les diffuseurs en ligne à investir 3 fois plus dans le contenu canadien. C'est pas un secret que c'était et ça constitue un irritant. C'est finalement Ottawa qui versera 600 millions de dollars de plus à l'industrie. Donc c'est vous qui allez payer au lieu des Oui, géants. c'est nous qui allons payer. Ils renoncent à 3,4 milliards de dollars par année qui viendraient des États-Unis, puis ils prennent 600 millions d'impoches des contribuables. C'est une décision surtout pour la bonabilité des familles québécoises, des familles canadiennes. Québec aussi tente de trouver une voie de passage avec Washington. La première ministre Fréchette a d'ailleurs rencontré l'ambassadeur américain aujourd'hui. Il faut un cadre stable qui va nous permettre de commercer avec les Américains. L'ambassadeur Hoekstra, lui, a défendu sa publication sur le 51e État. We repost 100% of the president's tweets that deal with Canada. L'administration Trump a été claire. Elle s'attend à des concessions de la part du Canada. Mais le gouvernement Carney doit doser les compromis s'il ne veut pas qu'on l'accuse de capituler face à Washington. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Ottawa.
Le président américain Donald Trump affirme qu'il aimerait rencontrer le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. « J'aimerais le rencontrer, j'adorerais rencontrer tout le monde et nous allons probablement le rencontrer », selon ce qui va passer sur le président américain lors d'une interview au New York Post. Une déclaration qui intervient dans un contexte où le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a déclaré que les États-Unis considéraient Mojtaba Khamenei comme vivant et de plus en plus impliqué dans l'addiction de la République islamique. Écoutons les détails sur la LCI dans ce grand journal. Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, mesdames, messieurs. En fait, on le supputait, mais on n'en était pas certain. Il est là, il est bien là, il est aux affaires. C'est lui qui mène la guerre. Tant et si bien d'ailleurs que Donald Trump a, dans cette interview au Washington Post, dit clairement: j'ai très envie de le rencontrer. Enfin, Grégory Phillips nous a rejoint et on va décrypter encore une fois le langage du président américain grâce à vous. Voilà ce que vient d'écrire l'arrêt à Donald Trump, qu'il aimerait rencontrer Mojtaba Khamenei. On le rappelle, il a succédé à son père aux premières heures de la guerre, son père qui a été assassiné, Ali Khamenei, et donc Mojtaba Khamenei est le nouveau guide suprême de l'Iran. Et voilà ce que dit Donald Trump: oui, j'aimerais le rencontrer, Mojtaba Khamenei, j'aimerais le rencontrer, et nous nous rencontrerons probablement à un moment donné selon l'évolution de la situation. Qu'est-ce qu'il sous-entend en affirmant ça ? Il sous-entend qu'effectivement il est vivant et qu'il est aux affaires. Bon, d'abord les coulisses, je descends du service international, on a vu comme vous cette nouvelle. Je me suis immédiatement positionné en tant que chef du service étranger pour aller assister à cette rencontre. J'ai déjà, il y a quelques années, assisté. Vous avez pris vos billets d'avion? Alors pas encore, mais il y a quelques années, je suis allé à Singapour assister à la rencontre Trump-Kim Jong-un, où on était sidérés incroyablement du fait que les deux hommes se rencontrent, se serrent la main, etc. Si ça arrive avec le guide suprême de la République islamique, je veux en être, j'ai prévenu mes équipes. Wow. Bon, voilà. Toujours sur la balle. Voilà. Maintenant, ceci dit, il confirme ce que Rubio a dit hier devant le Congrès US, à savoir que Mojtaba est vivant, c'est déjà une information, et qu'il prend des décisions, qu'il est consulté notamment sur les négociations. On écoute Marco Rubio, c'est parce que c'est très intéressant. On écoute justement Marco Rubio, c'est ça ce qui était, au-delà de cette interview de Donald Trump au Washington Post, ce qui est fou, c'est que Marco Rubio concède, dit, c'est lui le patron. Mojtaba Khamenei. C'est lui qui dirige la guerre, c'est lui qui pilote l'Iran, il est très présent, c'est pas où il est, mais c'est lui qui mène le pays. Je pense qu'il y a des signes qui montrent qu'il s'implique de plus en plus à un certain niveau, même si toutes ces communications se sont faites par écrit et par l'intermédiaire de tiers. Il faut donc voir les choses ainsi. Il y a le guide suprême et il faut comprendre qu'au bout du compte, le guide suprême et son système n'ont aucune analogie avec notre système ni avec celui d'aucun autre pays. Je reviens vers vous tout de suite, Grégory Phillips, mais je voulais saluer Sarah Safari qui nous rejoint du collectif Femmes Azadi, franco-iranienne, qui est avec nous. Au passage d'ailleurs, avant de repasser la parole à Grégory, ça vous surprend qu'après des semaines où on s'est dit il est peut-être mort, il est blessé au visage, il est très handicapé, peut-être qu'il est dans le coma, ça vous étonne qu'en réalité on découvre aujourd'hui, par la voix des Américains, que c'est lui le patron ? On est tous très étonnés et on est encore plus étonnés de ce tweet de Donald Trump. Est-ce que c'est une façon de mettre le doigt sur vraiment savoir s'il est vivant ? Peut-être. Pour voir si effectivement l'info va arriver jusqu'à lui et peut-être qu'il va accepter. Dans ce cas-là, ils se rendront compte qu'il est vraiment vivant. Est-ce que c'est du bluff ? Ça, personne ne le sait aujourd'hui parce que les communications, pour qu'elles arrivent jusqu'à lui, prennent énormément de temps. Il est caché, reclus, ne parle à personne et c'est des petits bonshommes qui lui ramènent des petits papiers. Donc direction le Mali, et de préférence nous irons au Burkina Faso, de préférence. Ibrahim Traoré s'adresse aux panafricanistes, un discours qui marque les esprits à la suite de la remise du manifeste pour un nouveau panafricanisme par une délégation de panafricanistes venus de 22 pays africains. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la parole dans cet extrait. Le chef de l'État burkinabé revient sur les défis auxquels le continent est confronté et appelle les Africains à renforcer leur unité, leur souveraineté et leur engagement pour un développement porté par les peuples africains eux-mêmes. Écoutons le président Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que l'ordre mondial, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que deux camps. Et chacun devra choisir son camp. Ceux qui prétendent être neutres
soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve, ils sont nombreux à venir d'autres continents pour appuyer, pour nous aider dans ce combat. Parce que toute personne qui aspire, tous les peuples qui aspirent à cette liberté, à ce développement, à cette harmonie, à cette union que nous voulons entre les peuples du monde, sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime les peuples. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir, parce que la cause de Thomas Sankara, certes, le 15 octobre 1987, on a cru avoir assassiné l'homme et ses idées. On a tenté de détruire toutes les archives, même en passant par notre télévision nationale. Les gens ont essayé de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTB les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. Et le combat continue. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, fabriquée à l'africaine, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Direction le Mali. L'utilisation de certaines motos est interdite en dehors des grandes villes. Les militaires au pouvoir au Mali ont interdit par un décret gouvernemental l'utilisation de certaines motos en dehors des grandes villes, les motos étant le moyen de transport privilégié des groupes djihadistes du pays. Récit signé Africa News dans ce grand journal. Les militaires au pouvoir au Mali ont interdit par un décret gouvernemental l'utilisation de certaines motos en dehors des grandes villes. Ce décret intervient alors que le Mali lutte contre une insurrection djihadiste qui plonge la nation du Sahel dans une crise sécuritaire, les motos étant le moyen de transport privilégié des groupes djihadistes du pays. Le texte stipule que la circulation des motos d'une cylindrée de 125 cm3 et plus, en dehors des grands centres urbains, est suspendue sur l'ensemble du territoire national. Le décret prévoit des exceptions pour Bamako, les capitales régionales et certaines localités urbaines. Les autorités ont également annoncé une suspension à l'échelle nationale de l'importation, du transit, de la commercialisation, de la vente et de la distribution gratuite de motos d'une cylindrée de 125 cm3 ou plus, ainsi que de leurs accessoires. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. La plateforme politique Opposition Plurielle a déclaré que le mandat de l'actuel Premier ministre arrivera à son terme le 7 juin 2026, conformément à son interprétation des accords et dispositions et à cadrer la transition politique en cours dans le pays. Écoutons les membres de la plateforme au micro de la presse. Opposition plurielle n'a dit ensemble avec tout secteur et même police nationale là, à chaque fois que nous dans la RIA, pour nous demander libération pour le pays d'Haïti, pour nous dire à Didier Fils-Aimé, ensemble avec le gouvernement malfectel là, qu'il n'y a pas de provision légale pour sauver le pays d'Haïti, nous voyons ces gaz qui ont. Je dis à là, il n'y a pas dans le peuple là seulement. Les gens dans la RIA, un petit policier, pour accompagner nous, c'est gaz qui a pas. Et je ne dis à ce qui a passé la petite là, moi, maman policier, moi, papa policier, moi, frère, moi, sœur, madame, petit, yo tout après, relais. Ce n'est pas le peuple seulement qui a brûlé, mais c'est tout le monde qui a brûlé. Et si c'est tout le monde qui a brûlé, diaspora a brûlé, eh bien, le moment qui va apparaître là, qui c'est le 6, le 7, nous dit police nationale là, l'île là, pour qu'on peut prendre l'ordre à Didier Fils-Aimé à passer lorsque
plié là dans la rue pour dire moun sa yo, c'est ça qu'il y a pour soucier, c'est ça qu'il y a pour yo pas là pour regretter rien pour la population. Mais nous faisons accompagner. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal, dans le cadre de l'initiative baptisée Haïti au mondial. Le Premier ministre de facto Alix Didier Fils-Aimé a procédé à la remise officielle de kits audiovisuels et énergétiques au CASEC, chef de section communale ainsi qu'aux maires des différentes communes du pays. Écoutons les détails dans ce grand journal. C'est que le gouvernement ça pas à dire. Non, tout CASEC qui sortit dans 571 sections communales et également à tout paysan qui attendent télévision ça arriver, encore une fois, nous remercions et m'a demandé au PM pour me finir, impliquer le gouvernement là, puis plus temps pour Jean m'a gardé là, au total, taille mandat, pour dire que moi, je 571 sections communales à chaque télévision. À l'appel sa belle, les autorités respectent parole. C'est avec un sentiment d'espoir et de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise des kits audiovisuels destinés aux collectivités territoriales, maires et CASEC. Cette initiative, Monsieur le Premier ministre, permettra aux populations de toutes les communes et sections communales de suivre les rencontres de la Coupe du Monde 2026 et un événement qui rassemble les peuples autour des valeurs de fraternité, de solidarité et d'excellence sportive. C'est ainsi que se referme le grand journal pour ce jeudi 4 juin 2026. Avant de partir couleur du temps pour ce jeudi 4 juin 2026, Boston connaît une vague de chaleur avec un temps ensoleillé devenant partiellement ensoleillé. Dans l'après-midi, la température maximale atteint environ 87 degrés Fahrenheit avec une minimale nocturne de 63 degrés Fahrenheit. Température en journée, le matin débute avec une douceur autour de 70 degrés Fahrenheit pour atteindre le maximum de 87 degrés Fahrenheit aux alentours de 15 heures. La nuit, la température baisse progressivement pour atteindre 74 degrés Fahrenheit vers 22 heures et 63 degrés Fahrenheit au cœur de la nuit. En raison de taux d'humidité bas d'environ 30%, la chaleur est supportable avec un ressenti maximal légèrement supérieur autour de 38 degrés Fahrenheit à 90 degrés Fahrenheit en plein soleil. Risque de pluie presque nul pour aujourd'hui. Le temps reste sec tout au long de la journée. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio on air avec du style. Alexa Open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, info sans cassure, info sans bavure, info à la vitesse de la lumière, c'est l'affaire de P-News, votre référence en matière d'info. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Passez un excellent jeudi. N'oubliez pas d'aller manger à Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 1425. Brothers Café Créole. Elie Soso, joyeux jeudi. Au revoir. À demain.